Vous écoutez Exchange, le podcast de CFA Society France, une exploration des univers de la finance. Philippe Maupas débat avec des dirigeants des enjeux stratégiques pour la finance et de l'avenir de l'industrie. Myriam Ferrand nous fait découvrir les métiers de la finance à travers des conversations avec des détenteurs des certifications de CFA Institute. Lenny Kessler échange avec des experts sur les enjeux extra-financiers auxquels la finance peut contribuer de manière effective, tant en matière de durabilité que d'impact. Bonjour, je suis Lenny Kessler, l'un des co-hôtes du podcast Exchange de CFA Society France, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'inviter Sophie Biraud. Bonjour Sophie. Bonjour Lenny, merci beaucoup de m'inviter, je suis ravie d'être là. Alors aujourd'hui on va parler des océans, mais peut-être avant de rentrer dans le sujet directement, peut-être que tu peux nous dire quelques mots sur toi, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux océans ? Oui, alors j'ai fondé Adelwise il y a un peu plus d'1 an. J'écris de la recherche indépendante sur l'économie bleue. C'est pour une audience d'investisseurs institutionnels et l'idée est de chercher des solutions d'investissement pour un océan durable. Alors pourquoi je me suis mise là-dedans ? En fait, j'ai 25 ans d'expérience dans les banques d'investissement en tant que stratégiste equities et quantitative sur les pays émergents et sur l'Asie. J'ai passé beaucoup de temps en Asie, 15 ans, à Hong Kong. On est très proche de la mer et j'ai vraiment vu l'évolution des fonds marins. J'étais grande plongeuse, j'ai plus de 200 plongées dans mon logbook et petit à petit, il y avait de moins en moins de choses à voir, les océans se vider. Et je me suis dit, il y a quelques années, je me dis, c'est pas possible, il faut que je puisse faire quelque chose. On commençait à avoir ce mouvement justement autour de l'environnement, de l'écologie. Et je me suis dit, quel héritage je peux laisser à mes enfants ? Donc, j'ai cette expérience de finance. C'est très dommage de la laisser tomber parce que j'ai une vraie expertise. Mais je peux regarder plus sur les océans. C'est un sujet qui me tient à cœur. Donc, j'ai arrêté la plongée. Je me suis mise au surf, donc au-dessus, mais c'est déjà très bien. Mais j'ai découvert pas mal de choses. En fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment les océans. C'est un sujet complètement oublié de beaucoup d'acteurs. Merci. Alors peut-être, je trouve très intéressant l'idée de regarder les océans aussi à travers les investissements qu'on peut y faire, mais peut-être avant pour éclairer un petit peu tout le monde, parce qu'on entend évidemment souvent parler des plastiques dans l'océan ou des pertes de biodiversité, mais est-ce que tu peux nous éclairer un peu où en est la situation, à quel point, quels sont les sujets les plus importants aujourd'hui ? Pour les océans ? Pour les océans, oui. Alors, les océans représentent 70% de la surface de la planète. C'est notre système, notre écosystème le plus important. C'est le principal régulateur de climat. Sa santé est absolument vitale pour l'humanité. Mais les océans subissent des pressions très importantes de ce qu'on appelle la triple crise. Donc, c'est les changements climatiques, la perte de biodiversité et la pollution, comme tu le mentionnais. J'ai noté en lisant un de tes papiers pour préparer que tu mentionnais qu'il y a la barrière de corail qui est plus grande que l'Amazonie. Ça, je n'avais pas du tout ça en tête. Non, alors pas tout à fait. En fait, c'est la même taille. Il y a cette région en Asie qui s'appelle le triangle corallien, qui fait une superficie d'environ 5,5 millions de kilomètres carrés. Ça couvre plusieurs pays. Ça va couvrir les Philippines, la Malaisie, l'Indonésie et d'autres pays. C'est l'écosystème marin le plus riche au monde, encore plus que la barrière corallienne en Australie. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à peu près la même surface que la forêt amazonienne. Et on appelle même le triangle corallien, on l'appelle l'Amazone de la mer. Et donc, ce qui est intéressant, c'est les seules similarités qu'il y a de la taille, parce que après, en termes de le triangle corallien est beaucoup plus important sur différents sujets, que ce soit la biodiversité, pour la faune et la flore, c'est beaucoup plus important, en termes de population, d'économie,
surtout avec la pêche. Et puis aussi en termes de régulateurs de carbone. Les océans, en gros, absorbent environ 25% du dioxyde de carbone. Et aussi, ils produisent 50% de l'oxygène, ce qui n'est pas le cas avec la forêt amazonienne. On en a tellement brûlé que maintenant, la forêt amazonienne produit plus de dioxyde de carbone qu'elle n'en absorbe. Tout à fait. Merci. Alors, j'étais aussi frappé parce qu'on parle beaucoup de biodiversité. Là, tu mentionnes la pêche comme une des richesses. On entend souvent parler des chalutiers, etc., qui font des dégâts pas possibles. Comment est-ce qu'il faut regarder ce problème de biodiversité dans les océans ? D'accord. Alors déjà, dans la biodiversité, ce qui est intéressant, c'est que la plus grande partie de la biodiversité est sur Terre, en termes de biomasse. Mais ça, c'est principalement dû à tout ce qui est les arbres et les plantes. En termes de biomasse animale, 78% sont dans les océans. Donc, c'est vraiment très, très important. Et tu parlais de la surpêche industrielle, on fait des dégâts abominables. Le niveau de pêche, le niveau de stock de poissons qui sont à un niveau durable a baissé de 30% en 50 ans. On est passé de 90% à 60% et c'est vraiment un énorme sujet. En termes de finances, alors, le problème, c'est cette pêche industrielle qui fait des ravages. Ils prennent des bateaux, des chalutiers de plus en plus grands qui vont ravager les fonds marins. Ça a aussi un impact au niveau de l'économie parce que souvent, ces grands bateaux vont employer moins de gens que ça ne serait le cas si c'était dans une pêche plus artisanale, plus respectueuse de son environnement. Donc voilà. En termes de finances, ce qui est intéressant, c'est que alors en fait, il n'y a pas de compagnie listée qui couvre ces chalutiers. Il y a uniquement en termes de production, peut-être sur la chaîne de valeur pour les compagnies qui vont processer le poisson ou le distribuer. Mais si on veut avoir une exposition sur la pêche, ce sera plus sur l'aquaculture, où il y a un certain nombre de compagnies listées qui sont spécialisées sur cette activité. D'accord. Mais est-ce que je me trompe ? Là, c'est une question très naïve. Ces chalutiers sont plus souvent en eau internationale versus les pêcheurs artisanaux qui resteraient plus proches des côtes. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que j'interprète ça justement ? Est-ce que ça pose des problèmes de droit justement, puisqu'en eau internationale, ils sont finalement relativement libres ? Alors, je ne suis pas une spécialiste de ce sujet, mais il y a un problème justement avec les océans où 65% des eaux sont internationales. Donc, ça pose un problème de réglementation et de collaboration. Il y a aussi un problème de ce qu'on appelle le IUU fishing, donc c'est le Irregulated, Unreported Illegal, Unregulated and Unreported Fishing. Donc, ça pose des énormes problèmes. Il y a dans certains pays où la pêche est réglementée par saison, mais c'est vrai que c'est un énorme sujet. Et il y a des pays qui sont meilleurs élèves que d'autres. Par exemple, la Chine, qui est le producteur principal de pêche, et le plus grand exportateur de poissons, c'est aussi celui qui a le pire score sur le IUU fishing de tous. D'accord. Donc, cette exploitation illégale, j'imagine, est en eau internationale, où ça n'a pas forcément à voir, ou ça, on ne sait pas. Alors, moi, je ne sais pas, je ne suis pas allée jusqu'à ce sujet parce que comme je regarde justement les compagnies, je me suis plus intéressée. J'ai vu qu'il n'y avait pas de compagnie qui... je pense que c'est plus des activistes qui vont savoir exactement ce sujet. Je sais qu'il y a d'énormes problèmes et qu'il y a des activistes qui essaient de changer ça. Donc, tu as Greenpeace, Bloom, tu as plein d'associations. C'est vrai que moi, je regarde plus à des
des idées d'investissement possibles pour les institutionnels. Donc ça, c'est pas... D'accord. Ouais. Et alors ça amène une autre question, où encore une fois, je suis très naïf sur ce sujet. On entend beaucoup parler de projets d'ONG, etc., pour sauver les océans, ramasser les plastiques, etc. Est-ce que tu peux nous donner des idées de projets qui sont rentables et donc sur lesquels peuvent investir des institutionnels, tout en étant positifs pour les océans? D'accord. Donc, les océans, en fait, c'est un sujet extrêmement vaste. Il y a ce qu'on appelle l'économie bleue traditionnelle qui va couvrir principalement une grande partie, ça va être le oil and gas. Tu vas avoir tout ce qui est shipping, transport maritime, la pêche, le tourisme. Tu as aussi tout ce qui est l'économie bleue émergente. Donc là, il va y avoir la biotechnologie, tu vas avoir des énergies renouvelables, la défense, les câbles, tout ce qui est observation. En termes de solutions pour l'économie bleue que tu peux, qui ont une possibilité de croissance intéressante et qui vont participer à la conservation, la restauration et la préservation des océans, tu as donc tout ce qui est food product, donc de l'aquaculture, même si c'est beaucoup critiqué, ça a été beaucoup critiqué, surtout en Norvège, il y a des vrais efforts d'innovation et de transparence et d'améliorer ça. Il y a des solutions d'énergie renouvelable. Donc pour le moment, c'est tout ce qui est éolienne, mais il y a aussi des innovations très intéressantes, donc éolienne flottante. Tu as de l'énergie qui est générée à partir de vagues. Alors ça, on ne sait pas trop faire, mais aussi de l'énergie qui est générée à partir des tides, donc c'est Oui, les marées. Des autres sujets, donc tu as le tourisme, tout ce qui est écosystème. Donc on essaie de s'éloigner de l'écosystème, de l'écotourisme, du tourisme de masse. Il faut savoir que le tourisme coastal et maritime représente plus de 50% du tourisme mondial. Donc c'est assez important. Même l'ONU a donné des chiffres jusqu'à 80%. Donc bien sûr, ça a été très touché pendant le Covid. Ce n'est pas revenu au même niveau pré-Covid. Mais il y a une vraie prise de conscience et un changement dans cette industrie qui se dit plus respectueuse de l'environnement, mais aussi de la communauté locale, où il y a plus d'éducation, il y a plus de travail avec eux, qui vont essayer de préserver leur culture et d'éducation. Et il y a aussi de l'innovation dans tout ce qui est transport maritime en essayant d'utiliser des biofuels. Donc en fait, c'est une période vraiment intéressante parce que il y a énormément de choses à faire. Et pour en revenir peut-être au début de notre conversation, il y a très peu de choses qu'on sait pour le moment sur les océans, même si c'est tellement important. En fait, la profondeur moyenne des océans est de 3700 mètres, donc ce qui est énorme. On sait en fait plus sur la surface de la Lune que sur les océans. Enfin, c'est un truc de dingue. L'année dernière, j'avais assisté à une conférence avec la fondation de la Sorbonne, donc avec les universités, donc il y avait les chercheurs, et ils disaient, en gros, pour 10 000 points de données qu'ils vont collecter pour l'air, ils en collectent que 1 pour la mer. Donc, c'est vraiment, il y a très peu de moyens. Ils ont peut-être déployé 1000 robots qui vont couvrir chacun une surface de 500 km². Et ils vont récolter juste 2 données. Donc, ça va être la densité du plancton et l'acidité de la mer. Donc, c'est encore une zone... on est encore dans une zone de frontière écologique incroyable où en fait, c'est très excitant parce que les gens ne se sentent peut-être pas proches de la mer parce que, bon, ils aiment bien la mer, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'il y a en dessous. Et on ne le sait pas vraiment. Et c'est en train de changer. Il commence à y avoir une prise de conscience. Donc, ça donne la place à beaucoup d'innovations. Un autre problème, c'est qu'il y a très peu de financement, que ce soit des investisseurs, mais aussi des gouvernements. L'ONU
dans une publication de l'ONU, il disait que pour pouvoir atteindre les ODD de la mer, c'est l'ODD 14, Life Below Water, il faudrait environ des investissements de la part des gouvernements et du monde philanthropique de 175 milliards de dollars par an jusqu'à 2030 pour atteindre les objectifs. Et en fait, les 10 dernières années, il y a eu environ 1,3 milliard de dollars investis, ce qui est ridicule. Et c'est l'ODD qui reçoit le moins de subventions. Et pareil, au niveau des investisseurs, quand on regarde les ETF qui vont suivre les thématiques des 17 ODD, en fait... 70% des ETF vont suivre l'ODD du climat, du changement climatique. Donc ça, c'est le 13. Donc les 2 tiers sur le changement climatique. Les 2 suivants vont être tout ce qui est innovation et énergie renouvelable. Donc ces 3 vont couvrir peut-être 90% des ETF en termes de chiffres, mais aussi de AUM, Asset Under Management. Alors que... l'ETF qui va suivre... Il y a juste un ETF qui suit pour le moment l'ODD 14. Alors, il y a du private equity, quand même. Ça commence à se développer. C'est encore assez embryonnaire à ce stade, mais je vois beaucoup de choses qui se met en place. Donc là, si on est en private equity, j'imagine qu'on va être d'un côté sur tous ces projets touristiques dont tu parlais, qui vont essayer de... J'imagine réhabiliter les lieux abîmés et essayer de protéger plus. Parce que j'essaie de distinguer aussi la partie faire moins de mal et la partie en fait restaurer, régénérer, remettre en état. Ouais. Est-ce que tu vois ce genre de projet-là? J'ai mentionné le tourisme, c'est peut-être sur d'autres. Alors oui, je vois, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Bon, déjà pour la pêche, il y a la mise en place d'aires marines protégées. Donc, c'est des aires qui vont être prédéfinies soit par des gouvernements, soit il y a aussi des zones qui sont plus locales où il y a plusieurs... On va laisser cette aire un peu tranquille pour que les poissons et la faune et la flore puissent se régénérer. Et l'idée, c'est que quand les poissons ont un espace où ils peuvent se reproduire et ils vont pouvoir ensuite sortir de cette zone et les pêcheurs auront plus à pêcher. Donc c'est un peu un cercle vertueux. Donc ça c'est ce qu'on appelle un nature-based solution. En termes d'autres solutions pour régénérer, il y a déjà tout ce qui est des infrastructures le long des côtes. Donc tu peux avoir... des solutions comme nettoyer les infrastructures pour les eaux usagées. Parce que, en fait, tu parlais de la pollution. La pollution, c'est le fléau du XXe siècle. Elle a plus que doublé en 20 ans. Et on produit 11 millions de plastiques. Et en fait, 80% de la pollution marine vient des débris de plastique. Et c'est très... en fait, c'est un problème qui est mondial, mais aussi assez isolé. En Asie, 80% des déchets plastiques qui sont sur les plages arrivent sur 3 pays. Donc, c'est la Chine, l'Inde et les Philippines. Et en fait, c'est un problème avec les rivières qui vont se déverser. D'accord, donc c'est un problème d'infrastructure locale. Locale, parce que sur la plage, ils ne vont pas savoir faire. Donc, je fais partie d'un comité au Conservatoire du littoral et ils disaient que les déchets plastiques, ils ne savent pas gérer ça. En fait, il faut aller voir à la source. Donc, il faut vraiment travailler ça en amont. D'autres solutions, donc, c'est un sujet que je n'ai pas encore regardé de façon approfondie, mais qui a un potentiel énorme, c'est les algues. Donc les algues, commence à y avoir de plus en plus de cultures. C'est quelque chose qui est assez difficile à cultiver. C'est un vrai savoir qui vient d'Asie. C'est les Asiatiques qui savent bien le faire. On ne sait cultiver que quelques espèces.
Mais leur utilisation donne des possibilités incroyables, autant en termes de textiles, de biocarburants et de nourriture. Et c'est aussi des séquestrateurs de dioxyde de carbone. Et quand justement on cultive ces plantes, ils produisent aussi un écosystème qui peuvent aider les poissons, tout cet écosystème à se développer. On a plus de poissons qui vont venir et donc ça se régénère de façon naturelle. Tout ça, c'est assez rassurant, je trouve. Parce que tu nous montres qu'il y a quand même pas mal de solutions, même si elles sont peut-être pas encore à l'échelle pour se retrouver dans des portefeuilles institutionnels directement, mais via du private equity. Ouais. Mais aussi, ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'on connaît mal les océans, on entend tout le temps parler de l'acidification, du réchauffement, etc. Et on se dit que c'est catastrophique et ça semble être catastrophique. Mais je trouve que si on ne sait pas tout, il y a peut-être encore des solutions quand même à les découvrir. Alors l'acidification, c'est un vrai problème. Donc en fait, c'est la mesure du pH dans les océans. Et avant la période industrielle, le pH était à 8,2. Il est passé à 8,1. Donc cette relation n'est pas linéaire. En fait, ça veut dire que les océans sont 25% plus acide qu'il ne l'était avant. Et ça vient du fait que les océans absorbent le dioxyde de carbone et ce qui rend cette acidité de plus en plus problématique. Surtout, ça crée des problèmes de métabolisme sur certains crustacés. Ils ne peuvent pas régénérer les coquilles, aussi de métabolisme, mais aussi comment on dit je fais un mémo. Quand ils sont malades, enfin d'immunité. D'immunité, donc oui. Voilà, c'est un problème de métabolisme des crustacés, un problème d'immunité. Et le problème, c'est que en fait, l'acidification des océans, donc c'est suivi par l'ONU sur les ODD 14, c'est un des objectifs, un des 10 objectifs. Mais ça fait aussi partie d'une des limites planétaires. Donc il y a eu 9 limites planétaires. 6 ont déjà été traversées. Alors je ne comprends pas trop parce que pour le moment, l'acidification des océans est une des 3 qui n'a pas été encore, qui est toujours en zone verte. Et je ne comprends pas ce qu'il leur faut vraiment avant de dire maintenant, non, on est vraiment dans un gros problème. Est-ce que peut-être tu peux nous éclairer sur, parce que de 8,2 à 8,1, je pense que pour le néophyte, on ne voit pas forcément une grande différence. En quoi la difficulté de ces crustacés à faire leurs coquilles est grave? Alors là, tu rentres vraiment dans la biologie. Non, mais c'est pour essayer de donner du corps au problème, si tu veux. Ces océans... un petit peu... comment dire finalement, pourquoi je dois m'inquiéter du crustacé? C'est la base de la chaîne alimentaire. Hein. Alors là, je vais m'inquiéter beaucoup plus. Ouais, c'est la base de la chaîne alimentaire. C'est ces animaux qui ne peuvent pas se reproduire. Et c'est les coraux aussi, pardon, j'aurais dû le mentionner, mais c'est aussi ça crée un problème pour la reproduction des coraux. Les récits coralliens sont vraiment offrent un écosystème très très important pour les poissons. Donc si ça n'existe plus, c'est l'effondrement de la chaîne alimentaire. Hein. Donc c'est extrêmement important. Et en termes de pollution marine, on parle aussi d'eutrophication. Donc c'est pas vraiment le même sujet. En fait, ça vient des déversements des déchets, et surtout de nitrates dans la mer à cause de tous les produits de l'agriculture.
donc ces déchets avec le nitrate vont former ce qu'on appelle des blooms, des algues blooms, qui, quand ils vont se décomposer, vont produire du dioxyde de carbone qui va du coup impacter l'acidification. Donc c'est ça le lien, le lien direct de la pollution marine. Et les océans aussi sont le principal... ils récupèrent 90% aussi de la chaleur de l'air. C'est vraiment un régulateur de température et on voit que il atteint vraiment sa limite. Voilà, l'année dernière, les températures de la mer ont atteint les plus hauts qui n'ont jamais été enregistrés. Il y a même un cas qui a été envoyé dans la presse, c'était dans le FT, Guardian, qui parlait d'un cas en Floride, où des scientifiques et des ONG allaient chercher des coraux pour les mettre dans des aquariums pour les sauver. On a l'impression d'être à l'Arche de Noé, là. Non, mais ça... Oui, effectivement, je crois que j'ai vu que la température des océans avait battu son record au mois de janvier, un record historique, alors que normalement, le plus haut est évidemment l'été. Donc j'avais vu un article passer là-dessus. Ah d'accord. Moi j'avais vu pour cet été, mais j'avais pas vu pour janvier. Alors si je reviens juste pour tous les néophytes comme moi, l'absorption du CO2, en fait, tu as déjà l'absorption du CO2 dans l'air, qui est puisque les océans en absorbent un gros quart, je crois. Ouais, un gros quart. Hein. Ensuite, tu as ce CO2 via le cycle du nitrate. Ouais. C'est ça. Donc tu as ces deux absorptions. Ouais. Qui nous crée ce problème à la base de la chaîne alimentaire. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis, tu as le fait que tu as cette perte de biodiversité qui est énorme. Après, il y a un autre sujet qui est vraiment inquiétant, mais je ne suis pas spécialiste, mais j'ai entendu parler de l'effondrement du Gulf Stream. Et donc, ça va avoir un impact absolument énorme sur tous les courants, enfin surtout. Effectivement, je crois qu'il faudra qu'on invite un climatologue. Oui, je pense, ici, voilà. pour ce sujet-là. Mais avec cette chaleur, donc la hausse des températures, ça a des implications aussi assez importantes. Les poissons, ils vont bouger, ils vont aller dans des eaux plus froides, donc il va y avoir une migration. Et en fait, cet impact, c'est surtout dans tout ce qu'on appelle la bande équatoriale. Ce seront ces pays-là qui seront les plus impactés. Nous, en Europe, on est impactés, mais ça va. En fait, le gros problème, c'est dans tous ces pays, bien des îles, parce que qui vont vivre de pêche et qui vont être impactés parce que 10% de la population mondiale vit dans des zones côtières qui sont à moins de 10 mètres au-dessus de la surface. Donc, voilà, c'est un gros souci. C'est surtout ces îles. Et ça, en parallèle aussi, on a aussi 40% de la population mondiale qui vit à 100 km des côtes. Donc, on ne réalise pas comme on est lié vraiment à cet écosystème, on le prend pour acquis. D'ailleurs, la biodiversité, 50% du PIB mondial dépend de la biodiversité. Ça n'a jamais été inclus dans les rapports. C'est pris comme acquis, gratuit. On ne l'a jamais quantifié, on commence à le regarder, mais c'est plein de sujets qui sont très problématiques. Hein. Et puis tu as dit, en fait, même en méga, les plus grandes cités, les méga-cities, 10 des 15 méga-cities mondiales, en fait, elles sont côtières. Hein. Tu regardes Jakarta, Sao Paulo. Donc on dépend, enfin, la dépendance économique, sociétale et environnementale, enfin, on est complètement lié à cet écosystème et on n'en prend pas assez soin. Enfin, on n'a pas le choix. Oui. Mais justement, Jakarta, je crois qu'il y a déjà des projets pour déménager de Jakarta. Oui, tu as raison. Oui. Ils sont en train de le bouger, oui. Oui, sur une autre île, tu as raison. Alors, j'ai pas l'idée, mais c'est vrai. Pas pour le même problème, c'est plus le problème de submersion parce que la ville est en train de passer sous l'eau. Oui. Donc, c'est pas tout à fait le problème de pollution, mais ou de manque de poissons, mais en tout cas, on est sur
sur ces dimensions où l'écosystème est en train de s'effondrer. Et donc la ville est obligée de partir sur une île où je crois que ça pose d'autres problèmes parce que c'était une île protégée et que finalement on va déplacer quelques millions, voire dizaines de millions de personnes. Alors j'étais en Indonésie l'été dernier, donc une amie me parlait de ce sujet-là, mais ouais, ils ont fait pas mal de... c'est un pays intéressant, l'Indonésie, parce qu'ils ont eu ce président qui a fait énormément d'investissements en infrastructure, qui a vraiment modernisé le pays. C'est le deuxième pays producteur d'aquaculture après la Chine. Et puis oui, c'est un pays tellement riche avec tellement d'îles, donc il y a de véritables potentiels. Et puis une population très très jeune, extrêmement jeune, pas comme au Japon. Oui, le Japon, c'est un pays qui m'est cher, mais effectivement un peu moins jeune. Donc si je reviens, je crois qu'on a fait un tour un petit peu de la situation critique, que ce soit l'acidification, la biodiversité et la pollution. Si je reviens plutôt sur les secteurs à investir, ou en tout cas dans lesquels il faut s'investir, on est parti un peu dans différentes directions. On a le tourisme, ça je comprends, et que ça sera plutôt effectivement des projets peut-être de plus petite envergure, en tout cas des projets plus pour un marché de private equity qu'un marché de grande entreprise cotée, encore que je peux me tromper. Je ne sais pas ce que tu en penses. Excuse-moi, en fait, il y a des grands groupes qui développent justement des marques assez niches qui sont plus respectueuses de l'environnement. Ils vont avoir des certifications, ils vont vraiment travailler avec les communautés locales. Il y a tout ce sujet d'éducation et de travail pour restaurer l'écosystème. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais je travaille là-dessus. Je regarde un peu ces compagnies qui vont aussi sourcer localement au lieu de faire venir, où il n'y a pas de fuite économique aussi. C'est souvent un gros problème. Ces gros groupes... ils prennent des réservations, mais l'argent ne va pas arriver dans les communautés locales. Et en aquaculture, après, il y a l'aquaculture qui est un sujet intéressant. Ça répond aussi au sujet méga trend de sécurité alimentaire. On a quand même une population croissante. Il va falloir les nourrir, ces personnes. Et il y a un appétit croissant justement pour les produits... les produits de la mer. Les produits de la mer, ça a vraiment augmenté depuis les années 60, puisqu'on est passé de 10 kilos par an de consommation dans les années 60 à maintenant on est à peu près 20 kilos. Donc, et les prévisions doivent continuer à augmenter, mais la production est moins intensive en termes de carbone que d'autres produits animaliers comme le bœuf. C'est quand même une bonne source de protéines et d'oméga. Après, le problème, c'est que il y a une vraie mode pour certaines espèces comme le saumon qui est assez carnivore, et du coup pour les élevages, ils sont obligés d'utiliser des poissons qui vont pêcher à la mer. Et le ratio, ce qu'on appelle le feed ratio, est plus grand que 1. C'est-à-dire qu'il faut plus d'1 kilo de poissons pêchés dans la mer pour nourrir, pour produire 1 kilo de saumon. Donc c'est encore un problème, mais ils y travaillent, ils cherchent des solutions. Donc non, c'est pas un monde parfait, mais il y a une prise de conscience, il y a une meilleure... transparence aussi de la part de certaines compagnies qui disent ok, on a des problèmes de mortalité, de maladies, des poissons qui s'échappent, et ça a un impact énorme sur l'écosystème local. Mais maintenant les compagnies en parlent, elles publient des chiffres et elles prennent des mesures.
Ça, donc, ensuite, il y a aussi tout ce qui est énergie renouvelable. Je pense qu'il y a beaucoup de solutions qui vont être développées. Et puis les données, on a besoin d'un vrai travail avec les scientifiques qui vont collecter des données et mieux apprendre à comment créer ces solutions qui vont aider une croissance économique stable, mais respectueuse des océans. Donc, par exemple, on parle des éoliennes, mais aussi, je n'ai pas vraiment d'exemple précis, mais je sais qu'ils regardent plus l'emplacement des éoliennes en fonction de la trajectoire migratoire de certaines espèces. Donc, il y a une prise de conscience. Puis après, il y a encore les infrastructures côtières pour la gestion de l'eau. Ouais. Et la protection des... Ouais, alors... oui. Finalement, tu peux faire un portefeuille assez diversifié, j'ai l'impression. Oui, parce que ça touche à beaucoup de choses. Et justement, on essaie de trouver quand même des solutions naturelles. Et du coup, au niveau des zones côtières, les mangroves sont beaucoup utilisées. Donc, quand tu dis que les mangroves sont utilisées, ça veut dire qu'on les replante. Oui, on replante pour protéger. Pour protéger, ça protège. En cas de typhon, ça va protéger tout ce qui est la côte, aussi la montée des eaux. En fait, c'est le plus grand séquestrateur de dioxyde de carbone. Et puis, ça représente après pareil, un écosystème pour les petits poissons, les larves qui peuvent se reproduire. Ça les protège des plus gros prédateurs. Donc, on est en train de faire de planter de plus en plus de mangroves pour protection et restauration. Il y a aussi des blue carbon credits, mais c'est encore un sujet qui est assez nouveau et qui n'est pas tout à fait encore au point. Il y a eu pas mal de critiques encore. Oui. Il y a encore des critiques sur les green carbon credits. Oui, voilà. Donc, il faudra peut-être un peu de temps pour développer ça correctement. Mais pour revenir aux mangroves, ce sont des projets public-privé, alors ça peut être des deux. La rentabilité immédiate paraît pas forcément ça va mettre des années. Celui de loin. Donc en fait, alors là je travaille justement sur un projet dans un pays asiatique avec un cabinet anglais où c'est une des grandes organisations qui donne qui va sponsoriser des projets avec sur la pêche, la résilience de la pêche locale. Et une des solutions qu'on regarde, c'est justement de créer des aires marines protégées avec de la mangrove. Mais un des soucis, c'est que souvent, ces mangroves peuvent être propriété privée. Donc, il y a déjà, ça c'est un premier sujet. C'est pas la première fois que je vois c'est assez complexe. Donc, il faut déjà trouver des endroits qui vont partir au gouvernement. Ils doivent créer... cet environnement et puis peut-être faire créer des taxes ou un entry fee pour les visiteurs. Mais ça prend peut-être 5 à 10 ans pour que ça devienne profitable. Mais ça marche. Il y a eu des exemples qui marchent. Donc ça, c'est une vraie solution viable et qui est de plus en plus poussée. Oui, c'est fantastique parce qu'effectivement, dans la durabilité, il y a quand même un minimum de durabilité économique aussi qui est requis si on veut pouvoir le faire. Oui, 5 à 10 ans, c'est assez rassurant. C'est assez rassurant. C'est pas très loin. Et ce qu'on voit, c'est que la nature, elle reprend le contrôle, elle est capable de se remettre en marche assez rapidement quand on lui donne les moyens. Quand tu dis rapidement, on parle en années quand même, oui, on parle en années. C'est quoi? C'est les 5 à 10 ans? 5 à 10 ans, oui, on peut obtenir des résultats. Pareil, je connais, il y a des projets où ils replantent du corail, notamment aux Philippines, et il y a plein de techniques, et ils ont des vrais résultats positifs. Donc, il y a plein de choses innovatrices avec des résultats vraiment prometteurs. Mais après, moi, je me pose toujours la question, et je veux pas être... on a l'impression qu'on met un peu des sparadraps, donc c'est bien, mais il faut quand même
s'occuper du problème de la source avec ce changement climatique et ce problème de pollution. Parce que même si on restaure, voilà, il faut tous s'y mettre, mais voilà, que ce soit une coordination entre des activités locales, mais aussi au niveau gouvernemental. Donc, et je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est cette crise, c'est aussi une opportunité pour que différents acteurs qui viennent de différents milieux, que ce soit gouvernement, académique, ONG, financiers ou corporate, commencent à se parler pour trouver des solutions. Ils doivent apprendre à parler le même langage, et de plus en plus, justement, ces boîtes, elles doivent parler à des scientifiques. On dit science-based target, mais moi, je trouve que c'est génial. C'est génial de pouvoir... voilà, on se reconnecte, on nous demande de nous reconnecter et d'être plus respectueux. Et moins à terme court, avec une vision courte, et d'avoir une vision plus longue. Ça m'amène peut-être à le sujet qu'on a peut-être laissé un peu de côté, même si tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est qu'un des gros secteurs, c'est aussi le oil and gas, qui est un peu quand même... maintenant, je pense que c'est prouvé à l'origine de ce réchauffement qui crée autant de problèmes. Donc, on a parlé de toutes les autres voies d'investissement sur l'océan. Comment faire pour essayer de rendre le oil and gas... alors, il aura toujours son effet sur le climat, mais quelle est sa situation au niveau des océans? Est-ce qu'il y a... Donc, dans un univers d'économie bleue, en fait, j'ai pu identifier environ 1000 compagnies qui ont une capitalisation d'au moins 500 millions de US dollars. Dans ces 1000 compagnies, il y en a plus de 30% qui sont du oil and gas. Donc, c'est énorme. Donc, c'est un vrai problème. Donc, des investisseurs vont mettre directement ce secteur sur leur exclusion list, alors que d'autres investisseurs vont plutôt essayer d'avoir un engagement avec ces boîtes. Je n'ai pas étudié encore ces compagnies, mais je sais, des grosses compagnies françaises, elles commencent à se diversifier. Ça va mettre des années. De toute façon, on ne va pas arrêter d'utiliser du pétrole. Donc, du jour au lendemain, on en a besoin. Mais ils sont en train d'investir dans des projets d'éoliennes, d'énergie renouvelable, alternatives. Il y a d'énormes projets, mais après, c'est pareil, ce sont des projets qui mettent... D'accord, mais en tout cas... beaucoup de temps. Mais oui, quand on regarde, il y a une vraie volonté de certaines compagnies, je dirais pas toutes, hein, mais il y en a qui se diversifient vraiment et qui... en tout cas, même ces 30%, à t'écouter, il y a un vrai potentiel de transformation pour aller dans un sens plus positif. Oui, en termes d'adaptation, de mitigation, tout à fait. Après, il faut regarder ces compagnies, lesquelles font plus de travail que d'autres. C'est complexe comme sujet, le oil and gas, mais ouais. Oui, mais on ne peut pas ne pas l'aborder, vu que c'est quand même l'une des sources principales. Alors, avec peut-être la pollution pour laquelle ils ne sont pas responsables et les nitrates dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Mais donc, si je reviens à l'investissement, je peux faire un portefeuille assez diversifié, modulo la manière dont je veux traiter ces 30% sous forme aller cibler ceux qui transforment le plus ou exclure complètement. Et ça, aujourd'hui, tu nous dis qu'il y a un seul... ETF qui fait ça me paraît presque absurde que ce soit autant ignoré par la communauté financière. C'est incroyable. Hein. Alors, je dis ça tout en n'ayant moi-même jamais investi sur les océans et en n'ayant jamais vraiment réfléchi à ce sujet-là. Donc, je suis sûrement dans la moyenne normale. Non, mais en fait, c'est assez difficile d'identifier ces compagnies parce que c'est difficile d'identifier des compagnies dont 100% de leur activité vont être sur l'économie bleue. Donc, après, tout est lié, mais c'est souvent, ça va être une partie de leur activité. Par exemple, il y a Cermaq, qui est une des plus grandes boîtes d'aquaculture en Norvège. En fait, elle appartient à la trading Mitsubishi.
Et est-ce que tu veux investir dans Mitsubishi qui investit 10% de son portefeuille d'activité dans le food products? Dans le food products, tu as plusieurs compagnies, dont tu as Cermaq, donc c'est complètement dilué. Donc déjà, il y a un vrai travail où tu dois décider à partir de quel niveau de revenus tu veux cette exposition à l'économie bleue. Donc c'est assez compliqué, donc c'est vraiment un travail de fourmi. Et puis c'est vrai que dans cet environnement où les marchés ont monté, il y a un vrai attrait pour les techs américaines. Pourquoi s'embêter alors qu'on a de la performance facile? Pourquoi s'embêter sur des sujets qui sont plus complexes? Il y a certains investisseurs qui vont choisir la solution de facilité. Par contre, oui, les choses bougent quand même, beaucoup. Et puis l'année prochaine, on a quand même la conférence de l'ONU autour des océans qui sera tenue en juin à Nice. Donc ça risque d'attirer pas mal d'attention de la part des médias, des investisseurs. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui bougent dans le bon sens. Et puis il y a quelques fonds quand même actifs. J'en parlais aux États-Unis, mais ils ont du mal à lever des fonds, ils sont petits. Et sinon, pas mal plus d'activités peut-être au niveau du private equity, parce qu'il y a tellement d'innovations, que ce soit en énergie renouvelable ou dans les sujets des algues. Il y a vraiment des chouettes projets qui vont se poser plus sur des solutions autour de la nature, qui vont être plus respectueuses. Merci, je trouve c'est un bon moment pour conclure, parce que là, tu nous as donné tout un panorama d'actions positives sur un sujet qui pouvait paraître difficile, puisque effectivement, la seule chose dont on voit habituellement, c'est la surpêche, les chalutiers et la pollution. Et là, on voit un portefeuille de solutions dans lequel on va pouvoir investir, explorer et investir. Merci beaucoup, Sophie. Merci pour ton temps et la possibilité de partager cette passion que j'ai. Mais juste pour finir, et j'aurais peut-être dû mentionner ça, c'est que pour le moment, il n'y a pas vraiment de cadre de reporting autour de la mer, mais ce sera certainement quelque chose qui va être abordé, qui va faciliter après le travail des investisseurs. Ils auront plus de direction pour regarder ces sujets. Mais c'est un sujet passionnant et avec un beau futur si on s'en occupe bien. Merci beaucoup, Sophie. Et on a une dernière question traditionnelle sur ce podcast, qui est de demander quel livre ou podcast recommanderais-tu aux gens qui nous écoutent ? Alors, il y a un livre que j'aime beaucoup sur les algues, qui a été écrit par Vincent Doumézel, qui s'appelle « La révolution des algues ». Et c'est un livre qui est très facile d'accès, qui est absolument passionnant et qui pourra donner aux personnes qui nous écoutent des bonnes idées d'investissement, déjà de connaissances sur les océans et d'innovation. Et de possibilités pour restaurer et pour la conservation des océans. Merci. Donc on va se plonger dans les algues et en attendant la prochaine fois, on vous invite à tous nous suivre sur les réseaux, sur YouTube et vos plateformes de podcast habituelles. Au revoir. Merci. Au revoir. Vous pouvez écouter le podcast Exchange sur les plateformes d'écoute habituelles et vous y abonner. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker. Ce podcast est fourni à titre d'information et rien de ce qui y est dit n'est assimilable à une recommandation d'investissement. Les invités et les hôtes du podcast Exchange s'expriment à titre personnel.